22h sur Télé Djibouti. Bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignent pour votre édition du 22h. Donc, tels sont les principaux titres. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a officiellement lancé les préparatifs de la 13e édition du Grand Prix du chef de l'État. Édition qui s'annonce comme un rendez-vous majeur. La Norvège et l'Angleterre ont validé leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 après 2 victoires importantes en 8e de finale. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints. Grand Prix du chef de l'État. Initiative Jeunesse, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a lancé ainsi la 13e édition cette 13e édition pour la jeunesse. Dans la perspective de la 13e édition du Grand Prix du chef de l'État, Initiative Jeunesse, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a officiellement lancé ce dimanche dernier les travaux des préparatifs de cet événement phare du calendrier culturel national. À cette occasion, Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Fardoussa Sarigué, a présidé une importante réunion de travail réunissant ainsi les hauts responsables du ministère. Cette rencontre qui a permis d'engager les premières réflexions stratégiques en vue de l'organisation de cette nouvelle édition. Les échanges ont porté principalement sur les examens des différentes propositions et thèmes formulés par les différentes techniques ainsi que les orientations générales devant encadrer le déroulement du concours. L'objectif est de retenir un thème fédérateur en cohérence avec les principautés nationales, les priorités nationales ainsi que les ambitions de la promotion de la jeunesse. La ministre à cette occasion rappelle l'importance de ce Grand Prix du chef de l'État, véritable plateforme d'expression d'excellence, de créativité des jeunes. Ainsi, elle a également insisté sur la nécessité d'une mobilisation coordonnée de l'ensemble des structures concernées afin de garantir une organisation rigoureuse et exemplaire. Un comité de travail a été mis en place à cet effet. Il est chargé notamment de la formulation thématique du Grand Prix et de la coordination globale des préparatifs de cette 13e édition, très attendue par les jeunes talents ainsi que par le public. Dans un contexte de renforcement de l'action climatique nationale, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances, avec l'appui de la Banque africaine de développement, a lancé un atelier national de formation consacré à la mobilisation de la finance climatique et du développement de projets bancables. Organisé du 6 au 9 juillet au Sheraton Hotel, cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs nationaux afin d'améliorer l'accès du pays aux mécanismes internationaux de financement climatique. Il a réuni les représentants des administrations publiques ainsi que les collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers. Durant 4 jours, les participants suivent des sessions de formation, des travaux pratiques ainsi que des échanges de financement climatique, les exigences des bailleurs et les outils de conception du projet conforme aux standards internationaux et de la bancabilité. À travers cette initiative, le gouvernement a réaffirmé sa volonté d'accélérer la transition vers un développement résilient et de renforcer la mobilisation de ressources nécessaires pour faire face aux effets du changement climatique. À la mobilisation de la finance climatique et au développement de projets climatiques bancables intégrant les enjeux de climat, de paix et de sécurité. Je voudrais avant toute chose adresser aux autorités de la République de Djibouti l'expression de notre haute considération et de notre sincère gratitude. Je tiens en particulier à saluer le leadership des ministères chargés de l'économie et des finances, ainsi que de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, dont les engagements constants ont rendu possible la tenue de cette importante rencontre. Et dans son intervention, le secrétaire général du ministère a souligné le renforcement des compétences nationales demeure essentiel pour concevoir des projets répondant aux standards des bailleurs, mobilisant ainsi davantage de ressources en faveur des priorités climatiques djiboutiennes. À l'occasion de l'ouverture de cet atelier, qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de la Banque africaine de développement pour le financement de ce projet de renforcement des capacités institutionnelles et techniques pour la mobilisation de la finance climatique en vue de la préservation et la gestion des risques climatiques, appelé RECFIC. Je tiens également à saluer l'engagement constant de la BAD à Djibouti ainsi que les résultats déjà obtenus depuis le lancement du projet RECFIC. Mesdames et messieurs, il n'est plus besoin de rappeler que le changement climatique constitue aujourd'hui une menace réelle et un défi majeur pour le développement de tous les pays, notamment pour les pays africains et les petits États insulaires. La République de Djibouti, en particulier,
figure parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Les sécheresses récurrentes, les vagues de chaleur extrêmes, les crues soudaines ainsi que le risque côtier ont un impact direct et significatif sur la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance agro-pastoraux, l'accès à l'eau potable et la résilience des infrastructures. Pour faire face à ces défis climatiques, notre pays s'est engagé résolument dans des actions climatiques ambitieuses visant à promouvoir un développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique. Cette orientation stratégique a pour objectif de protéger nos ressources naturelles, de renforcer la résilience de nos populations et d'assurer un développement inclusif et durable en harmonie avec nos engagements internationaux. La République du Djibouti renforce également la coopération régionale en matière de bonne gouvernance financière. Le pays a abrité un atelier régional de 3 jours portant sur les rapports d'audit financier du projet PASSIM. Sous l'égide de la présidente de la Cour des comptes de Djibouti, Mme Ismaël Mahmoud, également présidente en exercice du Conseil régional des formations des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'Afrique francophone et subsaharienne. La République de Djibouti a accueilli un atelier régional de 3 jours consacré à la revue, à la préparation des rapports d'audit financier du projet PASSIMS. Cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités des institutions participantes en matière d'audit financier, d'harmoniser les pratiques professionnelles, d'améliorer la qualité des rapports d'audit conformément aux normes internationales de contrôle des finances publiques. En accueillant cette rencontre régionale, Djibouti réaffirme son engagement en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence dans la gestion des finances publiques et du renforcement de la coopération entre les institutions de contrôle de l'espace francophone subsaharienne. Rappelons que les travaux réunissent des délégations de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, de Djibouti, de Madagascar, du Mali, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Une ambition commune, celle de faire la qualité de l'audit public un levier durable de bonne gouvernance, de transparence et de confiance au service de nos États et nos populations. Et au cœur de la coopération régionale et de renforcement de la bonne gouvernance financière, la présidente des cours des comptes de Djibouti prend la parole à l'ouverture de l'atelier consacré à l'audit du PASSIM. Le projet PASSIM occupe une place particulière dans le portefeuille d'intervention du CREFIAF, mis en œuvre au bénéfice des institutions supérieures de contrôle de la région d'Afrique francophone subsaharienne. Il illustre l'engagement conjoint des IEC de la région et de l'Alliance Gavi Fonds mondial en vue d'assurer durablement la surveillance rigoureuse des subventions octroyées dans le cadre de ces initiatives mondiales au profit de la santé et de renforcer la contribution des institutions de contrôle à la transparence, à la redevabilité et à la performance de l'action publique. Ces financements, aussi précieux que conditionnés, exigent de notre part une redevabilité exemplaire, une transparence sans faille, une traçabilité irréprochable de ces fonds alloués le plus souvent au profit des populations les plus vulnérables. Chers collègues, mesdames et messieurs, c'est à cet objectif commun que répond le projet PASSIM. La solidification de la famille est au cœur des priorités nationales. C'est dans cette perspective que le ministère de la Femme et de la Famille a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de concertation consacré à la préparation d'une campagne nationale de formation et de sensibilisation sur l'importance de l'institution du mariage à Djibouti. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la directrice de la famille et de la femme et de la famille, Mme Fawzia Ali Ousmane, en présence de la directrice de l'Observatoire des genres, Mme Choukri Hussein Djibah, des représentants du ministère concernés, le président de la commune de Belhaus, ainsi que les autorités de la Charia et plusieurs autres organisations de la société civile et militaire. Réunissant les principaux acteurs institutionnels et communautaires, cet atelier a pour objectif de définir une stratégie commune pour le déploiement de cette campagne nationale.
Les échanges ont porté sur les défis auxquels sont confrontés l'institution du mariage, ainsi que la préparation des futurs époux et la promotion des valeurs telles que le respect mutuel, la responsabilité et la solidarité familiale. Les participants examinent également les principaux axes de campagne, les outils de sensibilisation privilégiés et les mécanismes de coordination nécessaires pour assurer une mobilisation à l'échelle nationale. À travers cette initiative, le ministère de la Femme et de la Famille réaffirme son engagement afin de renforcer les piliers de la famille au sein de la société djiboutienne. Et à travers cette initiative, notre objectif est de mieux accompagner les futurs couples, renforcer la compréhension des responsabilités conjugales et promouvoir les unions fondées sur le respect, le dialogue et la solidarité. Écoutons la directrice. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous partageons une certitude, la famille est le berceau de notre avenir. La famille constitue en effet la première cellule de notre société, la pierre angulaire de l'édifice national et le noyau central autour duquel s'est bâtie notre identité culturelle et notre civilisation. C'est à l'aune de la réussite et de la stabilité de nos foyers que se mesurent objectivement le bonheur, la cohésion et la prospérité de notre pays. À l'inverse, la fragilisation et la désintégration du tissu familial entraînent inévitablement le déclin social et l'égarement des générations futures. C'est pourquoi notre sainte religion, l'islam, ainsi que nos valeurs coutumières ont accordé une attention toute particulière à la consolidation de ces sanctuaires afin d'en faire un environnement sûr où s'épanouissent les valeurs de dignité, de morale et d'éthique. La famille est, par excellence, la première école de la vie. C'est en son sein que se forge la conscience humaine et s'implante les principes directeurs de chaque citoyen. Dans ce cadre, le parent incarne le premier modèle de référence, tandis que les enfants en sont le fruit précieux. De la droiture de ce terreau dépend la qualité de notre avenir commun. Le grand format de ce soir comportera deux dates décisives, 1862 et 1885. Une série de traités va bouleverser durablement le destin de la République djibouti. Derrière ces textes officiels se cache une réalité souvent méconnue. Les chefs d'Issa et le sultan de Gobaad ne maîtrisent pas la langue dans laquelle les accords ont été signés. Abdelrahman Mohamed Chibachi. La France a signé son premier traité avec les autorités traditionnelles au nord du pays, à Obok. Dans un premier temps, elle délaissa cette possession pendant plus de 20 ans en y voyant peu d'intérêt, et c'est là, malgré le percement du canal de Suez, qui devrait revaloriser sur le plan géostratégique toute la région. C'est surtout à cause de l'intérêt qu'accordaient Italiens et Anglais à cette région que les Français ont dû se résoudre à coloniser réellement Djibouti à partir de 1882, en y envoyant un gouverneur. Dans un contexte des conquêtes territoriales et des rivalités européennes, Djibouti devient alors le théâtre d'une confrontation politique, diplomatique et géopolitique. Les Occidentaux s'empressent de signer des traités d'amitié au départ pour légitimer leur possession territoriale. Ces derniers ne tiennent pas compte souvent de la valeur juridique, culturelle ou relationnelle aux yeux des sociétés pastorales régies par d'autres formes de gouvernance. Les dizaines de traités signés entre la France et les autorités coutumières locales manifestent ainsi plus d'incompréhension et de tensions. À leur arrivée, les Français savent pourtant que les populations de notre territoire possèdent leur langue, leurs traditions, leurs croyances, ainsi que des juridictions différentes, parfois contradictoires avec leur mode de vie et leur monde. Mais ces richesses culturelles sont méprisées par l'arrogance civilisationnelle occidentale qui assimile à des sauvages qu'il faut civiliser en général. La colonisation crée de facto une situation d'imbroglio qui débouche inéluctablement sur des tensions et des hostilités. En effet, en dehors du premier traité du 11 mars 1862, transcrit en arabe et en français, le reste était uniquement écrit en français.
En effet, la plupart des autorités traditionnelles s'appuient sur leur langue locale pour communiquer. Les premiers traités signés entre 1862 et 1882 ont maintenu des quiproquos qui ont conduit à des violences. En effet, l'interprétation fallacieuse et erronée du premier traité du 11 mars 1862 conduisit les sultans des Rahaïta à tourner le dos à la France, puissance tutélaire des côtes obokoises. D'énormes portions territoriales sont ainsi délaissées au profit des Italiens. Les sultans ne pouvant concevoir qu'ils auraient octroyé à la France à titre gracieux leurs terres en échange des 10 000 thalers, monnaie de l'époque, comme les prétendait le traité. Dans les faits, le sultan, selon la Mad'a, n'a aucune jurisprudence à pourvoir et à distribuer des terres aux gens, encore moins aux étrangers. Il faut noter que ni les chefs Issa, ni les sultans de Gobarad ne maîtrisent les français et encore moins l'arabe. Pour pallier à ces manques, on s'appuie sur des interprètes locaux issus des villes portières et engagés par les colons. Les droits coutumiers ne fonctionnent pas de la même manière que les droits modernes, importés et imposés depuis la métropole. Ici, les Français pour le cas de Djibouti. Les terres ne peuvent être vendues, elles sont partagées. Au contraire, elles peuvent permettre aux autres communautés de cohabiter avec les deux communautés vivant en République de Djibouti. Ces différents traités, bien qu'ils soient fondamentaux dans la construction, l'extension et l'évolution territoriale, ont eu des conséquences définitives et irréversibles sur les tracés frontaliers de Djibouti dans son intérieur et par rapport à leurs voisins. Cependant, ces traités signés avec l'empire colonial sont non seulement ambigus, mais accentuent et renforcent l'assujettissement et l'aliénation des portions des territoires sous autorité des différents sultans et des lougas et manifestent textuellement la perte des souverainetés de ces chefferies traditionnelles considérées à leur arrivée comme des suzerains indépendants avec lesquels on pouvait et devrait traiter d'égal à égal. Les deux traités de Korambado, signés respectivement avec les sultans de Gobarad le 14 décembre 1894 et les chefs Issa le 26 mars 1885, manifestent tout simplement qu'ils ne sont pas compris par leurs signataires, dans la mesure où ces derniers ne comprennent que peu de choses aux terminologies et lexiques sur lesquelles se basent les colonisateurs. Comme l'emploi des termes tels que cession, propriété ou encore donation, il n'est pas question d'attribuer des terres dans la culture nomade car la terre est sacrée, d'autant plus qu'elle est une propriété inviolable et inaliénable. En faisant signer ces traités, l'un des objectifs du colonisateur est d'utiliser ces documents comme acte de propriété auprès des autres puissances coloniales. Les chefferies se rendront compte très vite de la confiscation de leur indépendance politique et économique. La colonisation limite la liberté de circulation et des mouvements et fait décliner les commerces basés sur la caravane par une mort certaine de ces modes de transport traditionnels avec l'avènement du train. Dès l'instant où des traités sont signés avec les chefs traditionnels autochtones, ces derniers touchent des rémunérations modiques, voire misérables qui les maintiennent dans la pauvreté. Leurs caravanes concurrencées par le train, leur circulation entravée par les frontières arbitraires, leurs territoires ne dépendent plus que du bon vouloir du colonisateur. Avec la colonisation qui s'intensifie, les chefs coutumiers sont alors relégués au rôle consultatif dans la gestion de la vie politique, religieuse et sociale. Les sultans et les ougas n'ont ainsi jamais été consultés, jusqu'à ce qu'un 27 juin 1977, les Djiboutiens décident d'appeler leur pays la République de Djibouti et se libèrent de tout joug colonial dans lequel ils s'étaient enlisés par l'ignorance du contenu des traités par ces chefferies traditionnelles. Et contre les escroqueries en ligne, la gendarmerie nationale a décidé de passer à l'offensive. Face aux multiplications des fraudes numériques, elle lance une vaste opération de recensement des victimes afin de renforcer les enquêtes en cours et d'identifier les auteurs de ces réseaux criminels. Les escrocs opèrent à travers des fausses pages de Facebook, des comptes WhatsApp et autres canaux numériques, usurpant ainsi l'identité de la plateforme mobile Mani Wafi, ainsi l'appellation Wafi Land, pour soutirer de l'argent à leurs victimes. Les personnes concernées sont invitées à déposer plainte le samedi 11 juillet 2026 de 8h à 17h au site suivant. Belaous et Razika, caserne de Hamadou, face de l'université de Djibouti, Balbala, brigade de Charmoussa, région de l'intérieur, brigade territoriale. Pour faciliter les investigations, les victimes devront impérativement présenter une pièce d'identité valide, les preuves de transaction ainsi que tout élément utile à l'enquête, notamment capture d'écran, des conversations WhatsApp, liens Facebook ou autres justificatifs. À travers cette opération, la gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à lutter contre les cybercriminalités et appelle tous les victimes à se mobiliser afin de contribuer à l'identification des auteurs. Pour toute information complémentaire, les citoyens sont invités à contacter la gendarmerie nationale au numéro qui s'est affiché tout à l'heure.
Le drapeau djiboutien a une nouvelle fois flotté au sommet d'une compétition internationale. L'athlète Abdelrachid Awali Elmi s'est illustré avec éclat en remportant le 15 km du train Lane disputé durant la journée de dimanche 5 juillet au Maroc. Cette épreuve qui a réuni près de 450 athlètes masters venus de 5 pays a été dominé par le coureur djiboutien, auteur d'une prestation de haut niveau. Il a franchi sa ligne d'arrivée en 1 h 6 minutes, s'ajustant la première place de la course. Grâce à cette victoire, Abdelrachid Awali Elmi confirme son excellent niveau sur la scène internationale et offre donc à la nation djiboutienne un nouveau succès sportif témoignant de la compétitivité des athlètes nationaux dans la discipline d'endurance. Et de là, nous passons dans l'actualité hors de nos frontières. Je vous emmène au Kenya. Le Kenya qui annonce une augmentation de 40% de 40 millions de dollars dans sa contribution de l'assurance pour le développement du commerce et de l'investissement. Le gouvernement kényan a annoncé une nouvelle injection de 40 millions de dollars américains au profit de l'assurance pour le développement du commerce et l'investissement en Afrique, portant ainsi son investissement total dans l'institution à 65 millions de dollars contre 25 millions auparavant. Cette décision traduit la volonté de Nairobi de renforcer les mécanismes africains de couverture des risques et de soutenir les initiatives destinées à stimuler les échanges commerciaux et les investissements sur le continent. Les autorités kenyanes estiment que ce nouvel engagement contribuera à renforcer la résilience des économies africaines face aux incertitudes mondiales et à promouvoir le commerce intra-africain et à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable à travers des investissements plus importants dans les secteurs prioritaires. Et je voulais annoncer dans les titres, la Norvège et l'Angleterre ont validé leur qualification en quart de finale de la Coupe du Monde 2026 au terme de ces huitièmes de finale. La Norvège et l'Angleterre se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA édition 2026 à l'issue de 2 rencontres palpitantes disputées en huitièmes de finale. Lors du premier match, la Norvège a créé la surprise en s'imposant face au Brésil sur le score de 2-1. Lors de la seconde rencontre, l'Angleterre a décroché son billet pour les quarts de finale après une victoire spectaculaire 3-2 contre le Mexique. Grâce à ces succès, la Norvège et l'Angleterre se retrouveront en quart de finale dans un duel très attendu. Et pour terminer, nous irons en Iran, funérailles massives d'Ali Khamenei à Téhéran dans un contexte d'incertitude politique perturbant. La capitale iranienne, Téhéran, accueille une imposante procession funéraire en hommage au guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei. Décédé récemment, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées le long des principales artères de la ville pour accompagner le cortège funèbre, tandis que le cercueil est transporté à travers la capitale dans une atmosphère de recueillement. La cérémonie intervient après 2 journées de deuil national marquées par des prières et des hommages organisés à la grande mosquée Mosalla de Téhéran, en présence de hauts responsables politiques, des chefs militaires, des dignitaires religieux et de nombreux citoyens venus rendre un dernier hommage aux dirigeants iraniens. Au-delà de l'émotion suscitée par la disparition du guide suprême, la communauté internationale suit avec attention les conséquences politiques de cette transition. Les regards se tournent notamment vers l'avenir des négociations sur le programme nucléaire iranien, alors que les discussions indirectes entre Téhéran et Washington demeurent suspendues et que les puissances européennes continuent d'appeler à une reprise du dialogue. Voilà, ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Téléjoute avec le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie, ceux de la production et ceux de la technique. Et à vous de nous avoir suivis sur Téléjoute. Et très bonne suite de programmes sur notre chaîne.